comme ça que ça commence. Un tout petit bout de chêne et puis un pin. Un chêne comme ça, il est tout seul. Il se fait bouffer par les animaux. Ça fera la première génération. Celui-là de pin et les autres, là, ils ont la chance de pousser dans un milieu dense. Ils sont superbes, ils ne sont pas mangés, ils ne sont pas touchés. Si on fait un dégagement, on a perdu tout l'avantage. C'est ça la deuxième génération, celui-là. Tiens. Il est venu typiquement à côté d'un gros et il est magnifique. Le gros, il faudra l'enlever. C'est le peuplement pionnier. En fait, c'est ceux-là qui sont à côté, qui sont venus en dessous de lui et qui ont été accompagnés par lui, qui aujourd'hui sont les beaux. Donc il y avait Saul et Bouleau. 30 ans plus tard, il y a chêne, alisier, quelques bouleaux, quelques pins sylvestres. Et il y a, on est à pas loin de 100 mètres cubes de bois fort à l'hectare. Dans moins de 20 ans, il y en aura 200. En 1990, à la création, au début du mouvement ProSilva, un certain nombre de gestionnaires ont décidé de mettre en commun leur expérience. Et le constat que j'ai fait à cette époque-là, il était assez simple, c'est que nous, enseignants ou chercheurs, on était en retard sur la gestion. Allez, il faut partir. Là, on perd trop. Les gestionnaires, de manière empirique, avaient sur le terrain trouvé les rotations des couples, l'intensité des couples, la façon de travailler qui permettait d'utiliser au mieux certains écosystèmes. L'association Futaies Irrégulières a été créée en 91 par des propriétaires forestiers et des experts forestiers. Ayant constaté entre nous que nous gérions nos forêts d'une façon irrégulière, c'est-à-dire que nous essayions toujours de pérenniser la forêt parcelle par parcelle. Qu'on essaye de gérer l'existant. On a des gros bois, des moyens bois, on n'en a peut-être pas des petits, mais on a des semis où on n'en a pas, mais on va tâcher de les avoir. On va essayer de pérenniser toute la forêt, c'est-à-dire avoir toujours du bois sur les parcelles. L'intérêt du réseau AFI, c'est de constituer une banque de données. On commence déjà à obtenir un certain nombre de renseignements intéressants, mais ce sera certainement que d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, donc après 4 ou 5 mesures, qu'elle donnera pleinement son réseau. Donc pour l'instant, c'est un investissement qui serait dommageable de supprimer ou de ralentir. Il nous était difficile, à nous gestionnaires et notamment les experts forestiers, de présenter des plans simples de gestion où il était fait référence à la futaie irrégulière. Il a fallu démontrer que ce système de gestion était performant, qu'il était rationnel et qu'il était économiquement intéressant. Et comme il n'existait aucune référence dans le monde forestier, il a donc été envisagé d'utiliser le protocole sur lequel avait déjà travaillé Max Brussiamaki. Ça conduit tout simplement à mettre en place des systèmes de placettes qui permettent de contrôler ce que font chacun des gestionnaires. On les contrôle en termes de recettes, de dépenses, on contrôle aussi l'accroissement de la forêt, ce qui permet de vérifier qu'il n'y a pas surexploitation de la forêt, que la forêt est au niveau économique intéressante et que l'on arrive à produire des revenus corrects pour le propriétaire sans compromettre la valeur paysagère ou l'intérêt écologique de ces peuplements. La forêt n'appartient pas à tout le monde. Philosophiquement, on pourrait le dire, mais concrètement au niveau des responsabilités et des engagements, elle n'appartient pas à tout le monde. Ce type de sylviculture mise sur le long terme, c'est un engagement de long terme. On ne cherche pas le profit de court terme, on cherche un profit étalé sur des générations. La première chose, on transmet aux générations suivantes, quelle qu'en soit la propriété, on transmet des arbres de qualité qu'on exploitera tardivement, qui vont faire du gros bois d'œuvre destiné à faire des meubles qui eux aussi vont durer. J'ai une mission qui est de valoriser au mieux le peuplement existant, tant par les récoltes que l'on peut faire que par l'amélioration du capital sur pied en prévision de récoltes futures. On parle de gestion durable.
Je pense que le terme n'est pas le meilleur quand on veut parler justement de continuité des différentes fonctions de la forêt. Si on parlait de patrimoine durable, c'est-à-dire une gestion en continu, on serait plus dans la réalité des choses. Le patrimoine durable, c'est un patrimoine qui donne des produits économiques, qui donne des services à la société de toutes sortes, de loisirs, récréation, etc. Et aussi de maintien d'un écosystème sans le dégrader. Nous avons en France 16 millions d'hectares. On ne peut pas imaginer, comme c'est le cas dans d'autres pays limitrophes, de subventionner totalement l'économie forestière. Donc il est important de trouver des modes de gestion qui permettent de concilier, de marier sur une même surface l'ensemble des fonctions de la forêt. Et je pense que le traitement en futaie régulière permet justement cette harmonie entre production et écologie sans que ce soit d'un surcoût. On sait qu'avec ça, on colle à peu près avec ce qu'il y a comme eau dans le sol, avec ce qu'il y a comme potentiel. Le propos, c'est de faire qu'il y ait toujours un capital producteur. Et les gens s'y retrouvent. Alors attention, l'irrégularité n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la productivité. Moi, je suis tout à fait conscient si on veut, pas des sacrifices que je fais, mais enfin de tout ce que je pourrais gagner comme argent en exploitant les beaux bois ici dans le court terme et puis en laissant un peu n'importe quoi aux générations suivantes. Si le développement durable n'a pas ce sens de la responsabilité dont nous avons conscience par rapport aux générations qui vont nous suivre, ça n'a, à mon avis, aucun sens. Le forestier, le gestionnaire, il est tout le temps dans sa forêt, enfin dans des forêts. Donc il est complètement à l'échelle du temps de la forêt. Et je pense qu'il y a une grande action pédagogique à mener sur le propriétaire qui, lui, y est peu. Il faut lui montrer que le rassurer sur le fait qu'en faisant peu tout le temps, on fait très bien. Un forestier qui ne connaît pas bien ce traitement est forcément dérouté. Dérouté devant un peuplement qui est mélangé en essence, mélangé en âge. Il faut faire un pas qui est parfois difficile, c'est-à-dire je fais confiance à la nature, je l'oriente dans le sens que je souhaite, mais je fais confiance. À partir du moment où on a adopté cette attitude-là, on s'aperçoit que ça marche bien, ça ne marche pas toujours comme on le prévoit, et c'est une source d'enrichissement de nos connaissances, quoi qu'il en soit. Nous n'avons jamais, au moment des martelages, dit il faut que nous coupions tant et tant de mètres cubes. C'est toujours en coupant, en choisissant les arbres d'après leur forme, leur qualité, leur vitalité, leur situation par rapport à d'autres, que nous avons coupé et nous avons constaté la continuité. À chaque coup de marteau, nous nous projetons dans l'avenir. On ne peut pas donner un coup de marteau si on ne se transpose pas 20 ou 30 ans plus tard. Il faut que le geste de l'homme soit juste approprié à cette dynamique pour permettre une valorisation de la qualité de façon étonnante et beaucoup plus rapide qu'on ne l'imagine. C'est fantastique de voir à quel point la nature aide et accompagne cette croissance en qualité. Il y a des aspects qui sont particulièrement intéressants en irrégulier, ce sont les aspects paysagers. Si vous voulez maintenir un paysage à proximité d'un site, la structure irrégulière est quelque chose de remarquable parce que là, on peut figer une situation, un paysage. Et puis ensuite, il y a aussi l'aspect plus biodiversité, mise en valeur de peuplements riches sur un plan environnemental. Le traitement irrégulier permet de ne jamais découvrir le sol et de mettre en valeur les essences existantes, et en particulier celles qui sont souvent les plus rares. Il y a une dynamique dans cette forêt, une dynamique extraordinaire, et si vous voulez que la dynamique fonctionne, eh bien il faut couper. Pourquoi il faut couper? Parce que si vous avez une futaie trop dense, quelle qu'elle soit, régulière ou irrégulière, trop serrée, trop poussée, etc., il y a une loi qui dit que la production à l'hectare est la même quel que soit le nombre de tiges. Mettant entre 200 et 400 tiges, à peu de choses près, la production volume, la biomasse créée par an à l'hectare sera la même avec les 200 tiges ou avec les 400 tiges. On a tout intérêt à limiter le nombre de tiges
qui doivent pousser, effectivement. Parce que, annuellement, vous aurez des accroissements, des gros accroissements. Si vous avez 400 tiges, vous aurez des accroissements, mettons, de 2 mm. Si vous avez 200 tiges, ce n'est pas mathématique, mais c'est approximatif, vous aurez des accroissements de 4 mm. Un des résultats aussi forts du réseau AFI, c'est l'importance de la gestion de la lumière. Ce qui est fondamental, et on a trop souvent sous-estimé ça dans les décennies qui ont précédé, c'est la gestion du sous-étage. Le sous-étage a un rôle important à jouer dans l'éducation des semis, dans l'éducation des jeunes perches. Le sous-étage a aussi un rôle fondamental à jouer dans la préservation de la qualité des arbres adultes. Quand on a 3 étages de végétation, c'est-à-dire des vieux gros arbres, des moyens et des petits, on peut avoir plus de mètres cubes que quand c'est de la futaie sur des sols pauvres comme ça, hein, a priori. A priori pauvres, parce qu'en fait les sols pauvres, on s'aperçoit que si on maintient de la forêt, ils ne deviennent pas mauvais. Il y a très peu de pauvres. Avec le système irrégulier, on se base plus sur ce que nous donne la nature, c'est-à-dire sur la régénération naturelle, et en particulier sur la diversité de cette régénération naturelle. Une bonne partie du travail de dépressage dans les jeunes peuplements et d'éclaircie dans les petits bois tombe en futaie irrégulière, parce que c'est fait par l'ombre et par la concurrence des grands bois. Ensuite, il faut organiser un petit peu cette concurrence et faire pousser, se développer les troncs de ces belles futures tiges pour qu'elles aient une valeur économique indéniable. Ce que nous voulons là-dedans, c'est que ça coûte le moins cher possible et puis tirer parti du naturel. Le gros intérêt aussi de l'irrégulier, c'est pour les petites propriétés, puisque la parcelle est en unité de gestion. Il n'y a aucun problème, on peut avoir avec des prélèvements modérés des revenus soutenus, sans gros investissements. Un nombre de tiges à l'hectare, c'est un capital bois. Ce capital bois donne, par définition, des intérêts. Ces intérêts, vous avez intérêt, excusez-moi, à ce que ça soit du bois de qualité. La production de cette forêt est, on a dit, environ 8 mètres cubes hectare an. Si vous estimez qu'elle est suffisamment riche, qu'elle n'est pas trop riche. Vous coupez donc la production, vous coupez donc 8 mètres cubes hectare an. C'est-à-dire, je me répète, un gros bois et quelques petits bois. Ce gros bois, c'est ça qui fait l'argent pour le propriétaire. Ce gros bois a une projection au sol minimum de 100 mètres carrés. Quand vous coupez l'arbre, vous mettez 100 mètres carrés en pleine lumière quand le soleil est juste au-dessus, mais je dirais en lumière diffuse, les 4/5 du temps de la journée, hein, par lumière latérale. Ce sont des zones idéales pour la régénération. On a une petite idée, ben voilà la place que peut occuper un arbre de taille sous-futée. Hein. Ça fait un truc qui fait 15 à 20 mètres de diamètre. Donc effectivement, à l'hectare, on n'en met pas des quantités considérables. Et il y a une relation directe entre le volume du houppier et puis le diamètre du tronc à la base. Hein. Plus le volume du houppier est important, et plus le diamètre du tronc est important. On coupe une réserve mûre, les semis qui sont présents se développent et remplacent l'arbre exploité. Un autre avantage du système irrégulier, c'est la résilience des peuplements. C'est s'il y a une catastrophe naturelle qui intervient, comme il y a eu fin 99, les semis étant déjà présents, ainsi que parfois les perches, mais il est beaucoup plus facile de repartir et très rapidement sur un système productif, sans gros investissements. Il y a tout un équilibre à trouver entre production, régénération, conservation du patrimoine biologique et attention à la biodiversité. En fait. Et maintenant, sur le plan économique, on finit également par avoir des résultats, bien qu'une période de 10 ans sur le plan économique soit quelque chose d'assez court. On réalise un suivi économique et un suivi dendrométrique, c'est-à-dire un suivi de l'accroissement du peuplement, mais on réalise aussi également un suivi individuel des arbres en matière de vitalité, de croissance, d'évolution de la qualité au cours du temps. On réalise aussi un suivi de la régénération de la jeunesse, hein, des semis, des gaules, des perches. En résineux, 80% du volume récolté, ce sont des gros bois. Des bois qui font 50 de diamètre et plus. Pour les feuillus, c'est au moins 70%
du volume. On est sûr de cette façon-là d'avoir les meilleurs résultats possibles quant aux recettes. Non seulement c'est du gros bois qu'on sort, mais c'est du bois de qualité. Les coûts de sylviculture en futaies irrégulières sont relativement faibles et même presque dérisoires, puisqu'on est entre 5 et 8 euros par hectare et par an. Le renouvellement de la totalité du capital, et ça c'est à peine croyable par beaucoup de gens, se passe entre 35 et 40 ans. C'est-à-dire que si dans un secteur j'ai 1000 mètres cubes de bois, combien de temps me faut-il pour récolter les 1000 mètres cubes tout en ayant 1000 mètres cubes sur pied qui poussent? Réponse, c'est entre 35 et 40 ans, parfois même moins que 35. Je pense qu'il y a beaucoup de forestiers qui actuellement ne font pas tout ce qui est nécessaire pour permettre à la nature de jouer son rôle de moteur. Et que à partir du moment où on arrivera à prouver sur une échelle assez grande l'accroissement de la valeur de la qualité de la forêt, eh bien, on aura une sanction beaucoup plus rapide à l'intérieur d'une même génération du travail du gestionnaire, et à ce moment-là, une stimulation des gestionnaires entre eux par un effet de concurrence tout à fait normal. Une fois qu'on a tous ces chiffres-là très officiels, être capable de proposer cette méthode de gestion à des décideurs, que sont les propriétaires, que sont les collectivités, que sont des institutionnels, pour leur montrer comment ça fonctionne d'un point de vue économique. Et si on a les éléments tout à fait officiels de connaissance pour leur prouver les choses, on pourra aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. À la création du réseau AFI, l'intérêt que nous avons essayé de mettre en avant, c'est le fait de faire circuler l'information, le fait de pouvoir transmettre les compétences qui avaient été acquises par des gestionnaires dans certains milieux et de mettre ces compétences à la disposition d'un plus grand nombre de personnes. Ça s'est traduit par une augmentation du nombre de visites sur ce réseau. J'ai essayé aussi, lors de la création du réseau AFI, d'attirer, de motiver un certain nombre de chercheurs pour qu'ils puissent utiliser ces informations. Moi qui suis un propriétaire, qui ne suis pas un forestier de formation, qui ne suis pas ingénieur forestier ni technicien forestier, j'attends de là une justification scientifique, entre guillemets, en tout cas assez rigoureuse, du bien fondé de la sylviculture qu'on pratique, qu'il ne soit pas traité comme ça a été longtemps de la part du CIRFOP, par exemple, des Pays de Loire, de sylviculture de rêveurs. Il y a des forestiers qui ne pensent qu'à la production et il y a des forestiers qui ne pensent qu'à l'avenir et à la régénération naturelle. Donc il y a un équilibre à trouver et précisément c'est le rôle de ces placettes d'expérimentation. Donc il est important qu'un dispositif scientifique permette de s'assurer que ces forêts ont des structures durables dans le temps par l'application de traitements variés et comparés. Aujourd'hui, la grande lacune de la gestion forestière, c'est qu'on ne la juge qu'avec un décalage d'au moins une génération. Donc ça permet toujours de dire des choses qui sont exactes dans le négatif, mais qui sont fausses dans le positif, puisqu'on ne juge pas le manque à gagner d'une attitude plus dynamique. Aujourd'hui, tout le monde est bien, les chevreuils, les cerfs, les pins, les chênes, tout. Tout fonctionne.